Quiconque voit ce portrait a la conviction qu'il est au début d'un nouveau chapitre. Pour les personnes noires, c'est très important de se voir représentées dans les musées. On assiste à l'émergence de nouvelles générations d'artistes, avec leurs premiers accrochages individuels et de grandes expositions dans les musées. Pourquoi c'est pas arrivé avant? Et pourquoi ce n'était pas arrivé avant? C'est parce que le corps noir a été traité comme un objet. Ils sont tous exposés là, dans la National Portrait Gallery à Washington, les présidents américains. Le 12 février 2018, les portraits officiels de Michelle et Barack Obama sont dévoilés. Le premier couple présidentiel noir fait son entrée après 43 prédécesseurs blancs. I had to explain that I've got enough political problems without you making me look like Napoleon. We've got to bring it down just a touch. Thinking about all of the young people, particularly girls and girls of color, who in years ahead will come to this place and they will look up and they will see an image of someone who looks like them hanging on the wall of this great American institution. Yeah. And I know the kind of impact that will have on their lives because I was one of those girls. The ability to be the first African-American painter to paint the first African-American president of the United States is absolutely overwhelming. Le couple présidentiel a très délibérément choisi deux artistes afro-américains, Kehinde Wiley et Amy Sherald. Michelle et Barack Obama ont ainsi ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes noirs qui ont réinventé l'art du portrait et connaissent aujourd'hui un succès fulgurant. À Baltimore, plus de la moitié des habitants sont afro-américains. Une ville marquée par la pauvreté, la criminalité, le trafic de drogue et les violences policières. Jerrell Gibbs a grandi ici. Lorsqu'il commence à peindre, vers l'âge de 25 ans, ses premières œuvres expriment principalement les injustices et la violence que sa communauté subit au quotidien. Moins de 10 ans plus tard, il est devenu un peintre contemporain reconnu et respecté, et ce, bien au-delà des États-Unis. Au centre de ses tableaux, il place presque toujours une personne qu'il connaît et mène la vie dure aux habituels clichés sur les hommes noirs. Au lieu de représenter des personnages violents, Jerrell Gibbs montre des hommes paisibles, parfois mélancoliques, dans un environnement domestique. Il donne une importance toute particulière à certains détails, comme les papiers peints ou les tissus caractéristiques de la culture afro-américaine. Il peint aussi des pères de famille aimants. En général, je pars de photos que j'ai trouvées dans la cave de ma tante. Voilà ma tante Mary. J'ai commencé à utiliser ces photos comme point de départ de mes tableaux pendant mes études. Et je continue à m'en servir aujourd'hui. C'est l'histoire de ma vie, de mes expériences. Aujourd'hui, si les artistes et les créateurs peuvent bénéficier d'une grande visibilité,
Il faut alors en premier lieu parler de son propre vécu. Jerrell Gibbs a passé son enfance et son adolescence dans l'ouest de Baltimore, un quartier connu pour être le plus dangereux de la ville. Son père, impliqué dans le milieu de la drogue, a été assassiné quand Jerrell avait 7 ans. Dans ce genre de communauté, en particulier dans celle-ci, la plupart des gens essaient d'abord de survivre au jour le jour. C'est ici que vivait ma tante. C'est de là que proviennent la plupart des albums photos que j'ai trouvés, de cette maison. Beaucoup de photos ont été prises à cet endroit, dans l'arrière-cour, dehors, devant la maison. On a passé pas mal de temps assis sous le porche, à discuter avec les gens du coin. C'est un quartier à l'abandon. Je ne le qualifierais pas de pauvre, parce qu'il est riche en belles personnes, riche de sa culture, de sa communauté. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre originaire de ce quartier soit devenu artiste. Ici, c'est tout simplement pas une option. Quand il était petit, Jerrell se faisait un peu d'argent de poche grâce à ses talents de dessinateur. Pour 25 cents, ses proches et ses voisins lui achetaient ses croquis. Personne n'aurait imaginé que ce gamin de l'ouest de Baltimore exposerait un jour à Paris. À 34 ans, Jerrell Gibbs a exposé en solo dans l'espace parisien de la galerie Marianne Ibrahim. Une nouvelle exposition étant en pleine installation, Marianne Ibrahim nous reçoit dans un restaurant voisin. Ces galeries sont des lieux incontournables de l'art de la diaspora africaine. Jerrell Gibbs, il est très spécial pour moi parce que c'est un artiste avec qui j'ai commencé à travailler alors qu'il était encore à l'école. Et j'ai été il était affirmé dans sa signature, dans sa peinture. Son histoire m'a touchée, son histoire personnelle. Ce que je retrouve dans sa peinture, c'est il y a vraiment une chaleur, il y a vraiment une proximité avec le personnage, au point où on a l'impression qu'ils font partie de notre famille. Et c'est quelqu'un qui sait peindre des émotions. Et il est c'est quelqu'un dans le genre qui est très positif, qui est très, on va dire, joyeux dans son travail. La marchande d'art franco-somalienne s'est spécialisée dans les artistes d'origine africaine vivant en Europe ou en Amérique. La plupart d'entre eux sont des peintres figuratifs et plus particulièrement des portraitistes. Un genre qui semblait largement dépassé dans le monde de l'art blanc. Le portrait classique est un petit peu revenu à la mode. Et je pense, pour la plupart des artistes africains ou afro-américains qui utilisent le portrait, c'est une manière de se réconcilier avec son image. Amoako Boafo est actuellement l'artiste le plus connu du catalogue de la galeriste. La superstar ghanéenne a connu une ascension fulgurante et sa cote s'envole sur le marché des enchères, ce qui n'a pas manqué d'attirer les spéculateurs. C'est un artiste qui touchait tout type de collectionneur, qu'il soit européen, américain, asiatique. Et vraiment, je pense que quand un artiste touche autant, c'est là où vraiment on se dit il y a une universalité dans son travail. Les artistes et le portrait noir est, pour moi, pas exclusivement destiné à la population noire. Ils connaissent un très fort intérêt maintenant sur le marché parce que ce sont des portraits qui n'ont pas existé jusqu'à présent parce qu'on ne donnait pas la possibilité à ces artistes noirs de s'exprimer. Alors que la visibilité de ces artistes afro-américains a nettement progressé aux États-Unis, d'aucuns parlent d'un engouement ou d'une tendance, cette évolution se fait encore attendre en France.
Marianne Ibrahim est bien consciente du retard à combler. Elle est fermement décidée à proposer davantage de perspectives noires dans les galeries de la capitale. Elle est convaincue que le monde de l'art parisien va lui aussi évoluer vers plus de diversité. Ce que j'ai appris aux États-Unis, c'est qu'il y a une présence africaine, afro-américaine, et on ne peut pas ignorer sa contribution artistique, c'est-à-dire à la fois dans la musique, dans les films, dans l'art. J'avais envie de rentrer pour redonner, en fait, pour pouvoir partager mon expérience et préparer une plateforme pour éduquer, pour rendre accessible finalement ce qu'on ne m'avait pas donné comme accès, c'est-à-dire le contact avec des artistes de ma génération et qui venaient un peu de partout, mais qui étaient surtout des artistes noirs. Plus d'accessibilité, de visibilité, de représentation. Toutes les institutions artistiques sont appelées à changer. Face aux débats actuels, le Louvre doit lui aussi se remettre en question et présenter différemment ses collections. La directrice du plus grand musée d'art au monde a annoncé, dès son entrée en fonction, vouloir explorer de nouvelles voies. Le Louvre, depuis sa création, nous avons vocation à accueillir les débats de société d'aujourd'hui qui entourent précisément les collections d'un musée comme le Louvre. Et donc je crois que c'est très important que le musée fasse partie de ce débat. Nous faisons face bien sûr à l'histoire de notre pays à travers un musée comme le Louvre. Ces parts d'ombre, colonisation, l'esclavage, enfin bon, ce sont des choses évidemment qu'il faut savoir regarder en face. Il n'y a pas de tabou, hein, il n'y a pas de tabou dans cette institution. Laurence Descartes a dirigé le musée d'Orsay qui, en 2019, a présenté un éclairage inédit sur la représentation des Noirs dans les œuvres d'art. Une première pour une grande institution française. À cette occasion, ce tableau, intitulé en premier « Portrait d'une négresse », a été rebaptisé en 2000 « Portrait d'une femme noire » pour devenir aujourd'hui le portrait de Madeleine. C'était là tout l'objectif, retrouver les noms des modèles restés anonymes. L'exposition Le Modèle Noir a donné à voir des œuvres connues sous un autre angle. Une démarche essentielle et un point de départ. Je ne pense pas que le modèle noir ait tout dit sur cette question. J'ai toujours dit que c'était un premier chapitre et que d'autres institutions devaient s'en emparer, que les sensibilités évolueraient avec le temps. On va s'intéresser beaucoup aux artistes, effectivement, issus aussi du métissage. C'est une question très importante pour la France, dans l'histoire effectivement politique de la France, notamment avec ses rapports avec l'outre-mer, c'est une question absolument fondamentale. Le Louvre n'est pas le seul grand musée à devoir trouver aujourd'hui de nouvelles voies. Le Victoria et Albert Museum de Londres, qui abrite la plus grande collection d'art décoratif et de design au monde, construit un nouveau complexe dans l'est multiethnique de la capitale. Le directeur et fondateur des lieux est Gus Casely Hayford. Quelles sont d'après lui les lacunes des grandes institutions traditionnelles ? Lorsque vous visitez le Victoria et Albert Museum, vous vous dites sans doute que les Noirs n'y sont pas représentés. C'est ainsi dans la plupart des grands musées nationaux de Grande-Bretagne. Au British Museum, vous verrez l'Égypte ancienne, qui représente une partie importante des expositions permanentes. Eh bien, c'est une histoire africaine. Vous y verrez le Soudan, par exemple. Si vous visitez la Tate, vous verrez des artistes comme Matisse et Picasso, qui ont fondé le modernisme et l'abstraction. S'ils ont pu le faire, c'est parce qu'ils ont trouvé sur le marché parisien des œuvres d'art africaines qui les ont inspirés. L'Afrique est présente partout dans l'offre culturelle des musées. Mais bien souvent, les installations ne traduisent pas cette histoire. Gus Casely Hayford est le directeur de musée noir le plus haut placé de Grande-Bretagne.
Il a souvent dénoncé les limites et les barrières auxquelles se heurtent les Noirs, y compris dans le monde de l'art et des musées. Je pense que les gens de couleur, les personnes d'origine africaine, ont tout à fait raison de ne pas se sentir suffisamment représentés dans les musées. Expertise en rap français, rime et flow cadencé, esprit critique débranché dans une époque avancée. Le moral, la santé, moche trop sale en vrai, un groove à balancer, histoire de vacancer. On finit par trouver quoi faire dans un monde de vices, parce que résister c'est exister. Ce qui est vrai dans les musées l'est dans l'ensemble du monde de l'art. Pour Jerrell Gibbs, les choses ont commencé à changer. Il est passé du quotidien difficile de Baltimore à une exposition à Paris. Pour Sheila, sa femme, le voyage a été incroyable. C'est vraiment fou. Paris est devenu comme notre deuxième maison. Nous y sommes allés si souvent. L'année passée a sans doute été la plus délirante, la plus heureuse, la plus étrange et la plus décoiffante que nous ayons jamais vécue. Mais j'ai adoré Paris. C'était vraiment génial. Même quand il pleut, je ne connais aucun autre endroit qui soit aussi beau sous la pluie. J'ai toujours voulu aller à Paris et mon rêve s'est réalisé. Je me suis dit, ma famille est arrivée là, c'est incroyable. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte que tout ça, nous le devions à ma peinture. Nous sommes là parce que je peins. De nombreux artistes représentent des hommes noirs dans différents espaces et contextes. Moi, je cherche surtout à créer des images et des tableaux où les hommes noirs sont entourés de beauté. Parce que la beauté est la dernière chose que la plupart des gens associent à des hommes noirs. C'est là-dessus que je travaille. Dans mes peintures, il y a beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup d'objets de décoration, ce type de composantes. Il y a quelques années, la vie de Jerrell Gibbs était bien différente. À 27 ans, il doit quitter pour la deuxième fois l'université pour trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant. Il effectue des doubles gardes quotidiennes dans un service de soins ambulatoires, une première de 8h à 16h et une autre de 23h à 7h. Un soir, pendant ma deuxième garde, j'ai soudain eu envie de reprendre le dessin. Un pur hasard. J'avais une photo de Sheila, ma femme, et de Regan, notre fille. Et j'ai tout simplement décidé de les dessiner. J'ai envoyé une photo de mon dessin à Sheila, et par texto, elle m'a immédiatement demandé « Qui a fait ça ?» J'ai répondu « Moi, bien sûr, qui veux-tu que ce soit ?» Elle n'a pas voulu me croire. J'ai insisté « Mais si, c'est moi !» Elle m'a dit qu'elle ignorait que je savais dessiner. Moi-même, j'avais complètement oublié. Je l'avais plus fait depuis si longtemps. Je lui ai acheté une machine à tatouer et quelques accessoires et je lui ai dit « Tu vas nous faire gagner un peu d'argent. » On était à peine mariés, on était fauchés et on avait pas mal de factures à payer. J'ai dit « Si tu sais faire ça, on va pouvoir arrondir les fins de mois. » C'était marrant de dessiner et de tatouer sur la peau, mais c'était pas assez expressif et créatif pour moi. Parce que je devais me plier au désir des gens. Mais heureusement, l'année suivante, j'ai découvert la peinture. Au début, j'étais très inquiète. Surtout quand Jerrell est rentré un jour à la maison et m'a annoncé qu'il avait quitté son travail. Il m'a dit « À partir de maintenant, je vais peindre à plein temps. » J'ai répondu « Tu n'es pas sérieux ?» Je ne connaissais absolument rien à la peinture. Tous les peintres dont j'avais entendu parler étaient morts. Je pensais qu'on ne devenait célèbre qu'une fois décédé. De quoi est-ce qu'on allait vivre? J'avais vraiment peur. Mais Jerrell tient bon et s'engage pleinement dans son projet. Il réussit à entrer dans une école d'art et en 2020,
Il obtient son diplôme. Peu de temps après, il décroche une commande prestigieuse et historique. Il s'agit de réaliser pour le Capitole américain le portrait posthume d'Elijah Cummings, un élu du Congrès. Grand défenseur des droits civiques, il a présidé la commission de contrôle du gouvernement jusqu'à sa mort. La tradition veut qu'un portrait rende hommage à tous les présidents de cette commission. Maya Rockeymoore Cummings, sa veuve, était chargée de l'appel d'offres. Voici la salle d'audience Elijah et Cummings. C'est la seule pièce de tout le Capitole qui porte le nom d'un Afro-Américain. Fidèle à l'engagement de son mari, Maya Rockeymoore Cummings voulait qu'un jeune artiste originaire de Baltimore réalise ce portrait, rappelant au passage qu'en 2017, Michelle Obama avait elle aussi choisi une peintre de Baltimore, Amy Sherald. Le musée d'art de Baltimore a sélectionné une série d'artistes susceptibles de réaliser ce tableau. Et le projet de Jerrell l'a emporté haut la main. Nous avons tous été bluffés par ce qu'il a proposé. C'était un travail très convaincant. Et nous avons décidé de lui confier cette mission. Son projet de départ était beaucoup plus dense. Il a fini par simplifier beaucoup de choses. Il a épuré le tableau, enlevé tout ce qui était superflu. Il pensait qu'Elijah se suffisait à lui-même, qu'il n'avait pas besoin de tous ses attributs, que son être et son aura porteraient le tableau. Selon l'US Capitol Society, 422 portraits sont accrochés dans l'ensemble du complexe du Capitole. Seuls 13 tableaux représentent des Afro-Américains. Autrement dit, 3% des portraits exposés sont ceux de membres noirs du Congrès. Désormais, l'œuvre de Jerrell sera exposée au Capitole américain, et ce, pour toujours. Pendant des siècles, l'art du portrait a été réservé aux riches et aux puissants. Il a donc presque exclusivement représenté des Blancs. Les hommes étaient peints avec les insignes de leur pouvoir. Les femmes correspondaient à l'idéal de beauté de leur époque. Le fait que seuls des Blancs nous observent depuis les murs des musées d'Europe et d'Amérique du Nord a longtemps été considéré comme allant de soi. Dans ce contexte, les portraits de Michelle et Barack Obama ont ouvert une nouvelle voie. Je travaillais aux États-Unis, où j'étais directeur d'un des musées Smithsonian, quand le portrait du président Obama a été dévoilé à la National Portrait Gallery. J'ai vu non seulement les réactions de la presse, mais aussi celles de gens simples, de différentes ethnies, qui ce jour-là et les jours suivants faisaient la queue pour aller voir le portrait. Et à ce moment-là, j'ai eu la conviction qu'on était au début d'un nouveau chapitre. La politique mondiale évolue. Les pays du Sud appellent au changement. Et ce sont les jeunes qui le réclament avec force. Pour les personnes faisant partie de la diaspora, le thème de l'immigration a une importance capitale. C'est ce que Shannon T. Lewis explore dans son travail. Elle est née à Toronto, de parents émigrés venus de Trinité et Tobago. À la maison, c'était la culture caribéenne qui s'imposait. À l'extérieur, c'était le Canada. Shannon a fait des études artistiques à Londres. Aujourd'hui, elle vit et travaille à Berlin. Je crois que dans la communauté artistique noire, il y a une vraie volonté de faire de la peinture figurative et des portraits, parce que nous avons été très négligés par le passé. Nous n'étions pas représentés ou alors représentés par d'autres. Nous voulons créer des modèles,
des images qui nous permettent de nous exprimer pleinement. Après 400 ou 500 ans de monopole artistique blanc, il est très important pour moi de montrer la négritude, et surtout les femmes noires, de les rendre omniprésentes. Non pas pour rattraper le temps perdu, mais pour les rendre universelles. C'est ça l'idée. Je me procure des images dans les magazines de mode et d'architecture, parce que les codes, les structures de la féminité m'intéressent. On peut y lire très clairement les rôles attribués dans la société. C'est très révélateur. Je découpe un très grand nombre d'images, puis j'essaie de les agencer. Ensuite, je les agrandis, et cela me sert de modèle pour peindre. Ces collages sont un peu comme des esquisses. Quand j'avais une dizaine d'années, je cherchais des photos de noirs dans les magazines. Je me souviens comme c'était compliqué d'en trouver. C'est extrêmement important, quand on est petit, ou même après, de voir des choses qui permettent de se projeter, de rêver. J'ai commencé à travailler sur le thème de la migration en le reliant à celui du foyer, du pays natal. Nous habitions au Canada, mais Trinité restait notre pays. Et la mémoire de ce pays m'a été transmise par mes proches. Je connais ce pays par la voix d'autres personnes, par l'intermédiaire de leurs rêves et de leurs souvenirs. Donc Toronto, c'était certes chez moi, mais pas complètement. L'inévitable canapé Chesterfield, le petit gentleman et sa voiture de rêve, les vêtements, tout cela est indubitablement calqué sur les goûts britanniques. Il y avait d'une part le mode de vie du pays natal et celui du pays d'accueil. Il fallait naviguer entre deux mondes et s'adapter. Mes personnages sont des maîtres de la métamorphose. Ils leur poussent des bras et des jambes quand ils en ont besoin, et ils les perdent quand ils leur deviennent inutiles. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai réalisé à quel point ma pensée était anglophile, coloniale et britannique. C'est un autre aspect de la migration. Pour vraiment comprendre un lieu, il faut s'en éloigner. Marianne Ibrahim, dont la galerie représente aujourd'hui Shannon T. Lewis, l'a découverte dans un article et a été immédiatement interpellée par sa démarche. Née en Nouvelle-Calédonie de parents somaliens, la galeriste a vécu dans de nombreux endroits, Bordeaux, Paris, Londres, Seattle, Chicago. Aujourd'hui, elle a également un pied à Mexico. Elle savait exactement en quoi consistait mon projet, notamment ma problématique autour des femmes et des femmes noires, et de l'intimité au sein de mon espace public et privé. Elle m'a parlé de mes intentions artistiques avant même que je ne lui dise quoi que ce soit. Ça m'a beaucoup surprise, parce que d'habitude, je suis obligée d'expliquer longuement le sens de mon travail. Mais elle a compris tout de suite. J'ai eu cette intuition avec Shannon quand j'ai vu son travail pour la première fois. C'est comme l'amour. On rencontre quelqu'un, il se passe quelque chose, il y a un feeling. Et avec Shannon, c'était un coup de foudre immédiat parce que j'ai été touchée par sa matière, sa technique, mais aussi les sujets qu'elle aborde et son surréalisme à elle, qui lui appartient. Ce qui est bien dans le fait de créer ces images, c'est que, en rêve,
On peut façonner des personnes qui nous ressemblent. On n'a pas besoin d'imaginer qu'il s'agit de quelqu'un de différent. L'idée est de créer un vocabulaire pour les jeunes femmes noires et aussi pour les plus âgées, afin qu'elles trouvent leur place dans leurs propres rêves. La beauté est aussi une forme de résistance, car nous n'étions pas censés posséder de belles choses. Mon but est de construire de la beauté sur quelque chose d'historiquement laid. C'est aussi en réponse à tout ça que les artistes ont aussi décidé ont décidé de se réapproprier tous ces codes, finalement, et de créer vraiment un statut, de pouvoir de s'embellir et de pouvoir aussi refléter la beauté qu'ils représentent. Et pourquoi ce n'était pas arrivé avant? C'est parce que le corps noir a été traité comme un objet. Je veux jouer avec nos images d'archives inconscientes, les déconstruire, peut-être en ajouter de nouvelles et puis les mélanger. Dans mon travail, il est toujours question de collage et de fragmentation. Je cherche à créer de nouveaux codes, de nouveaux liens, de nouvelles synapses. Appartenir à plusieurs pays, se mouvoir entre différentes cultures, c'est aussi le cas de Michael Armitage, l'une des stars de la nouvelle scène artistique noire. Fils d'une mère kenyane et d'un père britannique, il a grandi au Kenya avant d'aller faire des études artistiques à Londres, où il a fréquenté les meilleures écoles de peinture. Au début de sa formation, il était encore très influencé par les œuvres d'artistes kényans qui le fascinent toujours aujourd'hui et que personne ne connaît en dehors du continent africain. Il a étudié de très près les grands peintres européens. Beaucoup de ses œuvres expriment cette dualité. Mais les histoires que raconte Michael Armitage proviennent toujours de l'Est de l'Afrique. Le titre de ce tableau est « Cellule de détention ». Je l'ai fait d'après le récit d'un ami qui avait été incarcéré dans une prison de Nairobi. Pendant qu'il attendait son procès en cellule, il devait dormir avec les autres détenus, tête contre tête. Leurs visages étaient tous tournés dans la même direction pour éviter de se souffler dessus. Il n'y avait pas de lit, et les détenus étaient très nombreux. On ne leur donnait que des couvertures infestées de puces. Cette scène avait quelque chose de très dérangeant, mais aussi d'incroyablement intime. C'est comme un paysage de corps qui se dessine autour de cette colonne centrale de tête. Les œuvres de Michael Armitage exposées à la galerie White Cube de Londres ont également fait grand bruit lors d'une exposition à la Kunsthalle de Bâle. Ces tableaux ont tous été peints au Kenya et sur le motif, en plein air. C'est la pandémie qui a contraint l'artiste à travailler pour la première fois exclusivement en extérieur. La directrice de la Kunsthalle avait planifié l'exposition longtemps à l'avance pour pouvoir montrer un maximum de nouvelles œuvres. L'exposition commence par le tableau qui est peut-être le plus petit, mais qui est pourtant extrêmement puissant. L'œuvre s'intitule « La tête de Koitalel » et raconte un épisode terrible et cruel. Koitalel, chef du peuple Nandi, a été décapité par les Britanniques, qui voulaient briser la résistance au régime colonialiste. La tête a été envoyée en Grande-Bretagne et n'a jamais été restituée. Michael Armitage l'a fait, à sa façon. Il a réalisé un portrait plein de tendresse, mais le matériau particulier qu'il a utilisé révèle aussi la brutalité des faits.
reveals some of the brutality of the history. Quand je faisais de la peinture gestuelle sur toile de lin, on m'associait toujours à l'expressionnisme allemand, au néo-expressionnisme, ou encore à la peinture postmoderne. Mais en fait, depuis le début, je voulais ancrer ma peinture en Afrique de l'Est. J'ai donc commencé à m'interroger sur les différents aspects de mon travail. L'un d'eux, peut-être le plus important, étant le matériau sur lequel l'œuvre prend forme. C'est ainsi qu'il a commencé à peindre sur du lubugo. Cette toile, extraite de l'écorce d'un figuier africain, est travaillée en plusieurs étapes. Ce matériau a une signification culturelle très importante. En Afrique de l'Est, c'était l'étoffe des rois et le linceul des morts. Mais qu'est-ce qui rend ce matériau si intéressant en tant que support de peinture ? Tout d'abord, cela nous montre que la toile de lin blanche n'est pas un choix neutre. Le lubugo est fabriqué à la main, selon une tradition très ancienne. Les coupures, les sutures que l'on discerne si nettement dans ces peintures se lisent comme des cicatrices sur la peau et donnent à ces tableaux cette vibration particulière, cette profondeur. Grandir entre deux mondes picturaux complètement différents a toujours été enrichissant pour Michael Armitage. À quel public s'adresse-t-il quand il peint ? Dans ma tête, mon premier public a toujours été kényan. Il y a toujours eu beaucoup d'autres personnes, mais c'était toujours en premier lieu le public kényan. Je voulais que mon travail reflète la vie des habitants de ce pays. Et ça a complètement changé ma façon d'aborder les choses. Je suis passé de l'abstraction à la figuration. Je suis attiré par des sujets qui font partie de la vie. Et parfois aussi par des histoires dont les gens ne parlent pas, qui ne sont ni consignées ni racontées. C'est toujours un défi pour moi, parce que la peinture narrative m'intéresse. Dans cette exposition, on peut voir l'un des plus grands tableaux de Michael Armitage. Il s'appelle Dandora, entre parenthèses, les musiciens de Salam. C'est une peinture aux dimensions épiques. En le voyant, on pense aux œuvres historiques qu'on peut voir au Louvre, au Met, dans les grands musées. Ces tableaux, en général, ont été peints par des hommes blancs et racontent l'histoire des hommes blancs. Et ici, Michael Armitage fait le portrait de Dandora, la décharge municipale aux portes de Nairobi, où sont jetés tous les déchets de la ville. Ce tableau fait penser au Déjeuner sur l'herbe de Manet. La composition est la même, mais au lieu de représenter un moment de détente entre blancs, d'un paisible repas dans la nature, on y voit des musiciens, des ramasseurs d'ordures, des cochons et des animaux sauvages rassemblés au milieu des déchets. C'est un tableau puissant, et cette force vient aussi de la taille de l'œuvre. Michael Armitage a eu l'audace de peindre cette décharge dans des dimensions qui correspondent à celles des peintures historiques que nous connaissons. Parmi les principales influences du peintre, un maître espagnol, Francisco de Goya. Michael Armitage a pu voir ses œuvres dialoguer avec celles de Goya lors d'une exposition à Madrid. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à l'œuvre de Goya. Ces peintures noires sont à la fois grossières et raffinées. Elles sont implacables à tout point de vue. Les couleurs sont franches
Les thèmes sont exposés de façon très directe. Personne n'échappe à son regard. Il essaie de se libérer des règles académiques pour s'exprimer de la façon la plus directe possible. Et quand quelqu'un qui maîtrise son art à ce point travaille de cette façon, cela produit un effet saisissant. Ma première impression face à l'œuvre de Goya ne m'a plus jamais quitté. Ce gars, j'ai grandi avec lui. Il vient de chez moi. Il s'appelle Bongo Sikwe. Je l'ai beaucoup écouté dans les années 80. C'était l'artiste le plus connu dans mon pays. Il vient du même endroit que moi. Nous sommes de la même tribu. Il a joué un rôle important dans mon amour pour la musique. Le peintre Peter Uka est originaire du Nigeria. Aujourd'hui, il vit et travaille à Cologne. Quand mon pays me manque, je peins. J'accroche mes tableaux autour de moi et j'ai l'impression d'y être. J'ai beau avoir ici une famille aimante et une super maison, une partie de moi regrette toujours le pays où je suis né. J'ai gardé en mémoire les gens comme ils étaient à l'époque, tels que je les ai connus il y a 30 ans. C'est une sorte de thérapie contre le mal du pays. En même temps, je fais ce que j'aime vraiment. C'est ma passion. C'est une façon de représenter la vie telle que je la connais. Mon peuple aime les couleurs vives. Nous aimons bien porter des chemises rouges ou jaunes, des pantalons bleus ou tout simplement des chemises d'un blanc éclatant. Nous voulons affirmer notre présence. Nous voulons être remarqués quand nous entrons dans une pièce. Donc, quand je crée mes œuvres, je cherche à reproduire cette palette de couleurs typique de mon peuple. Peter Uka est également représenté par la galerie Marianne Ibrahim. C'est un artiste à l'exécution parfaite. Il démontre dans son travail qu'il est un excellent peintre. Mais ça ne suffit pas. Il y a les émotions, il y a les mouvements. Et quand je regarde son travail et tous les mouvements, je suis immédiatement transportée. Je sens même les odeurs, j'ai l'impression d'entendre la musique. J'entends les bruits, j'entends les pas. Un univers qui vous fait partir en arrière, qui vous fait remonter le temps. La perfection technique, Peter Uka l'avait déjà acquise lors de ses études d'art à Lagos. Il a ensuite appris à s'exprimer plus librement à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Dans son atelier de Cologne, Peter se souvient de son Nigeria natal
Et il pense parfois à ses premières impressions de l'Allemagne. La première fois que je suis venu ici, j'ai pu aller visiter des musées. Mais je ne voyais rien qui me correspondait, d'une façon ou d'une autre. Un jour, je suis allé au musée Ludwig, celui qui se trouve juste à l'angle de ma rue. Et pour la première fois, j'ai vu un artiste noir qui s'était représenté lui-même, tout simplement. J'ai été complètement bouleversé. C'était exactement ce que je voulais faire sans y arriver, car j'avais toujours eu peur des réactions. Quand je regarde le travail de Peter, il y a comme un accord. Tout le monde se retrouve dans son travail. On retrouve, parce qu'il parle d'une période que nous avons tous dans notre mémoire. Une œuvre plutôt inhabituelle est accrochée à la mairie de Cologne. Elle représente l'ancien maire de la ville, Jürgen Rothers. Quand on lui a demandé qui devait réaliser le traditionnel portrait officiel, il a sans hésiter fait appel à son voisin, Peter Ruka. C'était une expérience très intéressante. Et là, nous y voilà. C'est la première fois que je vois le tableau depuis qu'il a été dévoilé. Je n'étais pas revenu ici, je ne l'avais pas vu accroché. C'est un très grand honneur. En revoyant le tableau, je remarque certaines choses. Et je me dis, j'aurais dû enlever ça, ou ajouter ça. J'aurais peut-être dû raccourcir cette partie. On découvre toujours de nouveaux détails. À l'époque, on disait souvent, mais il est plus vieux que ça. Oui, je sais, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je le perçois. Peter a beau avoir du succès avec ses portraits, il ne sait pas s'il continuera longtemps à en réaliser. En ce moment, je fais beaucoup de peintures figuratives. Mais peut-être que j'arrêterai dans les prochaines années. Je vais peut-être me tourner vers autre chose. Je crois que pour un artiste, stagner ou persévérer dans sa zone de confort signifie la mort. Si tu t'installes dans ce qui t'est familier, tu meurs. C'est la fin. Il faut évoluer sans cesse, bouger, essayer autre chose. Il faut se lancer des défis. Certains peintres, comme Amoaka Boafo, Michael Armitage ou Kehinde Wiley, le portraitiste de Barack Obama, soutiennent à leur tour des artistes en Afrique. Mais quand ces derniers veulent montrer leur travail en Europe ou en Amérique, ils se heurtent toujours à de nombreux obstacles. Il y a toujours ce problème d'accès, il y a ce problème de visa pour les jeunes artistes africains. Récemment, nous n'avons pas pu recevoir notre artiste qui est de Kampala parce qu'on ne lui avait pas desservi un visa. Je trouve que c'est assez triste d'avoir justement cette complication pour les artistes à voyager et à se développer et à accéder justement à ce marché, à accéder à des structures ou à l'éducation. Les portraits du couple Obama ont bouleversé le monde de l'art à un point que personne ne pouvait imaginer. L'histoire de l'art doit être réécrite. Elle a été rédigée par des hommes blancs et ce depuis trop longtemps. Les programmes d'exposition des musées doivent être repensés. L'accent doit être mis sur une vraie représentation de la diversité culturelle.
Plus nous sommes capables de nous ouvrir, de comprendre et d'expérimenter différentes idées et façons de vivre, mieux le monde se portera. La plus petite chance de dire quelque chose, je la saisis pour créer, pour raconter une nouvelle histoire. Il s'agit d'une demande réelle du public et aussi des artistes. Ce n'est pas une tendance passagère. C'est un changement de direction fondamental dans notre histoire.